Espace TV, le 22h. Vous êtes 2 millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à l'international. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, qui sont ces agents en uniforme qui foisonnent dans les différentes communes de la capitale. Ils sont nombreux des citoyens, comme vous le voyez, qui se posent la question relative à leur mission. Et sans nul doute, la même question a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Ce mercredi, elle a fait le tour de quelques communes de la capitale, à suivre le reportage donc de Ali Badra Kamara et d'Ibrahim Souma dans cette édition d'information. Et puis la Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite, oui, dans le dernier classement de la Banque mondiale, le pays ouest-africain devance la Chine et se trouve désormais derrière l'Australie. C'est la dominante de l'actualité. Merci encore une nouvelle fois de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, la Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite dans le dernier classement de la Banque mondiale. Le pays ouest-africain donc devance, vous allez le voir, la Chine et se trouve désormais derrière l'Australie. Ce dynamisme a commencé depuis 2015 et ce qui pourrait continuer jusqu'en 2029. Djibril Ba nous en dit plus. Jusque-là, c'est la Chine qui occupait cette place derrière l'Australie. La Guinée est désormais le deuxième producteur mondial de bauxite. Dans le dernier classement de la Banque mondiale, le pays ouest-africain devance la Chine et se trouve désormais derrière l'Australie. La production de bauxite de la Guinée est passée de 59,6 millions de tonnes en 2018 à 70,2 millions de tonnes en 2019. Selon l'agence Ecofin, des données du dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives du marché des produits de base, cette hausse de 18% lui permet de ravir à la Chine sa place de deuxième producteur mondial. En effet, l'Empire du Milieu a produit l'année dernière pratiquement les mêmes volumes qu'en 2018, soit 68,4 millions de tonnes de bauxite. Pendant que la production chinoise n'augmente plus beaucoup, depuis quelques années, celle de la Guinée ne cesse d'affoler les compteurs depuis 2015. Le pays ouest-africain est donc désormais le dauphin de l'Australie qui est loin du leader mondial avec une production de plus de 105 millions de tonnes en 2019. On vit peut-être l'âge d'or de la bauxite guinéenne. Le pays est le premier fournisseur de la Chine et a contribué à hauteur de 19,83% aux 353 772 000 tonnes de production mondiale du minerai d'aluminium en 2019. Et cette période faste est partie pour durer car de nouvelles mines continuent d'entrer en service dans le pays qui accueille sur son sol de grandes compagnies minières comme Rio Tinto, SMB Mining ou encore Chinalco. D'après le cabinet d'expertise Fish Solutions, la production mondiale de bauxite proviendra principalement de l'Australie, de l'Indonésie et de la Guinée jusqu'en 2029. Selon plusieurs sources, la Guinée hébergerait le tiers des réserves mondiales de bauxite, environ 25 milliards de tonnes, avec les récentes découvertes. D'autres sources estiment à plus de 40 milliards de tonnes les réserves guinéennes. Toutefois, la Guinée devra transformer ce qu'elle produit, ce qui lui permettra de garantir la valeur ajoutée et créer encore de l'emploi. Voilà, merci donc à Djibril Ba pour ces explications. Les membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie se disent satisfaits de la réussite de la manifestation qu'ils ont organisée ce mercredi, malgré, vous le savez, l'interdiction du gouvernement guinéen. Ils continuent ainsi de réclamer la victoire du candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Ils assurent par ailleurs qu'ils continueront de manifester tant que le président Alpha Condé ne reconnaît pas la victoire de leur candidat. André Mossi Milimono et Abouakar Keke Bangora donc ont rencontré quelques membres de la NAD. Je vous propose de suivre leur reportage. L'UFDG et son allié l'ANAD plus que jamais déterminés à réclamer leur victoire à la présidentielle du 18 octobre passé. La manifestation semble ne pas être suivie par la population, ce que Diabati Doré dément. Pour lui, elle a plutôt été une parfaite réussite. Vous savez, les gens pensent que les manifestations, il faut casser, il faut détruire, il faut brûler les pneus ou bien il faut tuer. Non, ce n'est pas la manifestation ça. Regardez, aujourd'hui, les boutiques sont fermées. Moi, je viens de suivre des radios, RFI, ils ont dit, tout est fermé.
La circulation est morose. Les alliés de Cellou Dalein Diallo disent ne pas avoir d'autres stratégies de protestation. Ils assurent que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à la fin des arrestations arbitraires, mais aussi et surtout la reconnaissance de la victoire du candidat de l'UFDG. Nous continuerons à manifester parce que c'est un droit constitutionnel, non pas parce que c'est le vœu de quelqu'un. C'est un droit acquis, qui est consacré. Et c'est un droit inaliénable, qui ne devait pas être négocié. C'est pourquoi nous refusons qu'il soit corseté. C'est une chose. L'autre chose, je dis, face à l'oppresseur, nous n'avons qu'un seul choix. C'est de nous mobiliser tous et faire face à l'oppression. Et le seul moyen de faire face à l'oppression, c'est de sortir, c'est que le peuple sorte et affronte l'arme de la milice. À la question de savoir s'ils iront au dialogue, si toutefois ils sont appelés autour de la table, les membres de l'ANAD écartent cette hypothèse. Si ça ne me concerne, moi je dis que oui. Rien ne sert d'aller au dialogue avec M. Alpha Condé. Parce que depuis 2010 jusqu'à nos jours, nous avons connu des dialogues ici. Le résultat est où? Et rien ne sert aujourd'hui. Parce qu'il est sûr de lui, il dit qu'il a l'armée. Certains observateurs trouvent improductives toutes ces manifestations de l'opposition. C'est pourquoi ils souhaitent aujourd'hui que d'autres stratégies soient explorées par les opposants pour espérer arriver à leur fin. Boutiques et magasins sont restés fermés suite à l'appel à manifester de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, et l'ANAD ce mercredi à Conakry. Certains citoyens disent être fatigués de toutes ces manifestations qui n'enregistrent, en tout cas selon eux, que des pertes en vies humaines. C'est un constat de notre reporter Aminata Will Souma et Ibrahim Kamara. Boutiques et magasins fermés, circulation quasiment inexistante, des accrochages par endroits entre forces de l'ordre et quelques petits groupes de manifestants. Voilà l'image de l'Axe Le Prince ce mercredi. L'UFDG et l'ANAD ont appelé à une nouvelle manifestation. Mais visiblement, les citoyens regrettent plutôt les différentes violences post-électorales. Au fait, personne n'a décidé de fermer les magasins et boutiques. C'est vu que tout le monde a peur, il y a une psychose dans la tête des gens. C'est la raison pour laquelle les magasins sont fermés. Nous, on est apolitique parce qu'on est au service de tout le monde. Pour mesures de sécurité, quand on trouve qu'il n'y a pas de circulation, on n'ouvre pas. Jusqu'à la cimenterie, le constat est le même. Les citoyens qui se méfient de s'exprimer par peur des répressions demandent tout de même aux acteurs de privilégier la quiétude sociale. C'est le cas de ce jeune commerçant qui a préféré garder l'anonymat. Donc ce n'est pas parce que je me désolidarise de cette situation, mais vu qu'à la fin du mois, nous avons le devoir de payer la location ici, il me faut alors ouvrir et profiter un peu. Je suis là aujourd'hui parce que tardivement j'ai entendu qu'il y a grève aujourd'hui, c'est la nuit d'hier, pas la cause. Les policiers, tu ne peux pas fuir aller vers les policiers, tu ne peux pas fuir aussi aller vers les gens. Malgré cette atmosphère, certains citoyens disent ne pas être au courant de la manifestation. D'autres, par contre, sont bien informés, mais n'ont pas le choix. La clientèle est rare aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial. Lorsqu'on appelle à manifester, les boutiques restent fermées. Et bientôt l'ouverture, on ne peut pas rester à la maison. Ce que je dis au gouvernement, qu'il nous donne la paix du cœur pour que chacun vaque à ses affaires. On n'a rien de grave ici. Cependant, on galère, nous les femmes. On n'a vraiment pas la paix. Contrairement aux grands jours de manifestation auxquels les Guinéens sont habitués, celle de ce mercredi 25 novembre, pour beaucoup, est un échec. Dans son projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix, le réseau Kogelpaïd a procédé ce lundi donc à la remise des équipements aux responsables de la commune de Watam. L'objectif est de mener les actions d'assainissement et de curage des caniveaux et promouvoir surtout l'autonomisation des jeunes. Compte rendu Yena Bangoura et Ibrahima Sori Kamara. Ce geste est composé de plusieurs matériels d'assainissement, notamment des pioches, des perles, des brouillettes, des râteaux, des bottes, des masques de protection, des gilets et des médicaments.
C'est une assistance du réseau Convergence des jeunes leaders pour la paix et le développement. Déjà, 75 jeunes sont identifiés dans la commune de Matam qui en bénéficieront. Il s'agira bien sûr, dans la mise en œuvre de ce projet, d'un premier temps, d'accompagner les jeunes dans le cadre de l'assainissement et de curage des caniveaux, aussi bien à Matam qu'à Kaloum, mais dans un second temps, de les accompagner de manière économique dans le cadre de la gestion des groupements d'intérêt économique. Ce projet envisage également l'autonomisation des jeunes dans cette commune. Les rendre de manière plus autonome, à ce qu'ils ne dépendent pas des comportements de nature à les instrumentaliser contre leur collectivité ou contre leur pays, contre leur État. Les responsables communaux saluent cette initiative et promettent d'accompagner les donateurs pour la réussite de leur mission. C'est pour nous aujourd'hui un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à recevoir ces équipements de la part du programme des Nations Unies pour le développement à travers des consortiums qui sont impliqués dans le cadre de la paix et de la culture sociale, à nous appuyer, à nous apporter main forte dans le cadre de l'employabilité de certains jeunes pour assurer la qualité de l'assainissement dans nos 24 quartiers et les 103 secteurs de la commune de Matam. Ce programme prendra 40 jours dans la commune et touchera 6 zones. Dans le reste de l'actualité nationale, l'on se souvient, il y a à peu près une année, plusieurs ronds-points de Conakry étaient aménagés par le gouvernorat de la ville de Conakry et servaient même d'espace vert. De nos jours, excepté quelques-uns plutôt, tous ces carrefours sont abandonnés, pas de suivi. Les espaces verts ont laissé la place à la poussière ou servent de dépotoir d'ordures par endroits, vous allez le voir. Bernard Kondono et Abouakar Din Kamara ont fait le constat. Suivez le reportage. Notre constat a débuté au rond-point de Bambeto. Ce carrefour qui ressemblait à un jardin dans un passé très récent est aujourd'hui abandonné sans aucun entretien. Des barbelés qui servaient de délimitation du rond-point sont presque inexistants. Des fleurs et du gazon qui embellissaient l'endroit ont laissé la place à la poussière. La situation ne laisse pas indifférente ces citoyens. C'est un manque de suivi, quoi. Ou bien pour cela, il doit y avoir des gens qui doivent s'occuper de cela, quoi. À chaque moment, venir et aménager. De là, direction le rond-point de la Belle-Vue en passant par Amdalaï. Là, des travaux d'entretien du jardin ont démarré sous l'initiative d'un cadre du quartier, selon les ouvriers trouvés sur place. Après l'entretien, l'espace sera aménagé par les lumineuses, nous ont confié hors micro ces ouvriers. Après le rond-point, direction l'autoroute Fidel Castro. De Kaloum en passant par les passerelles de Kenyang, Bessia jusqu'à l'aéroport, seulement à Bessia Kondebouni, 2 bars-restaurants fonctionnent. Pour les autres, aucun suivi des espaces verts aménagés, pourtant pour le bonheur des citoyens par le gouvernorat de la ville de Conakry. De nos jours, le constat est alarmant. Il y a un délaissé total, vu que l'endroit est très mal fichu et on voit à travers l'environnement que ce n'est pas du tout ça. L'aménagement des espaces verts a pourtant des avantages pour l'environnement humain, soutient ce cadre. Les espaces verts, il y a des gazons, des plantes, donc ça purifie l'air. En purifiant l'air, ça réduit le taux de gaz à effet de serre et ça réduit encore le gaz carbonique. Pour le bon entretien des espaces verts à Conakry, il propose. Il faut aménager et que les gardes communales sécurisent. Maintenant, nous, services environnement, qu'on assure le suivi et l'évaluation de ces activités qui se réalisent là-bas et surtout le suivi. L'aménagement des espaces verts à Conakry est souvent fait par le gouvernorat de la ville de Conakry qui parfois sollicite l'expertise de certaines entreprises. Par manque de financement, ces espaces se retrouvent abandonnés sans suivi, nous ont confié sous anonymat certains cadres de l'administration publique. Voilà le reportage donc de Bernard Kondono. Le fleuve Milo, situé à Cancan, devenu un dépotoir d'ordures, c'est bel et bien une réalité. Vous-même, vous allez le constater. En plus de ces ordures, le fleuve est utilisé par les citoyens pour la confection des briques. La collecte et la vente même du sable
Face à cette situation, les autorités de l'environnement tentent de faire donc le reboisement, mais difficile d'y arriver. Alceli Bari commente les images de Correa Abou Kourma. Le fleuve Milo de Kankan, au cœur de la Haute-Guinée, est long de 330 km. Ce fleuve qui symbolise la ville de Nabaya n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se meurt à petit feu. Les arbustes le long des rives sont coupés et utilisés soit pour la cuisine, soit pour la confection des briques. Puis, le fleuve Milo se confond à un dépotoir d'ordures. À cela s'ajoute l'enlaçablement de la zone. Et progressivement, le fleuve disparaît sous le regard impuissant des citoyens et autorités. Ici d'ailleurs, l'on ne parle plus de pêche, mais de l'impact des pratiques de l'homme sur la nature. La fabrication des briques et la coupe du bois vert pour l'air brûlé est l'une des origines fondamentales pour la dégradation du fleuve Milo. L'extraction du sable est l'une des activités les plus prisées de la bande et elle est pour la plupart faite par des femmes. Certes, il constitue une menace pour le fleuve, mais pas que. Une partie est importante, c'est nécessaire parce que ça fait dégager le lit majeur du sable. L'autre partie, c'est qu'à bord de la zone, les gens dégradent au fur et à mesure qu'ils enlèvent du sable dedans. Pour limiter les dégâts, il faut reboiser, enlever les dépotoirs et surtout sensibiliser les populations. Les autorités ont entamé le reboisement de la zone avec pour l'année dernière 22 hectares et 10 hectares pour cette année. Alors la zone où on est arrêté représente la zone de l'année dernière qu'on a reboisée. Vous voyez déjà la hauteur des plans. C'est des tentatives pour corriger les effets du changement climatique. Actuellement, nous évoluons sur les têtes de source et sur les rives du fleuve Milo. Milo ne saurait être sauvé sans l'implication de tous, y compris des citoyens. La floriculture, un métier très convoité dans la capitale guinéenne. Les fleuristes, justement, sont installés le long des artères de la capitale. Sans doute, vous-même, vous l'avez constaté. Et cette activité participe, entre autres, à embellir la ville de Conakry. Et ces pratiquants, en majorité jeunes, vivent de ce qu'ils peuvent vendre. Le manque d'eau et de clients constitue leur principale difficulté. Reportage Marissa Kamara et Lamine Silla. Nous sommes à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Ici, les fleuristes se donnent le plaisir d'embellir les carrefours avec ces pots de fleurs, faits de ciment, du terre, une petite fleur de couleur verdoyante et attirante. Un peu d'eau et le tour est fait. Abdoulaye est un passionné de la nature. 5 longues années lui ont permis de maîtriser et fasciner ce que l'on pourrait appeler l'art de la fleur. Une activité qui ne se fait pas sans grande difficulté. Bon, les plantes, c'est l'eau. Bon, au niveau de l'eau, c'est difficile. Bon, quand il n'y a pas de bonnes plantes, on ne peut pas avoir les bons clients. Parce qu'on voit que le valeur et la beauté des plantes que les clients peuvent chercher. Mais s'il n'y a pas de l'eau, et puis nous souffrons au niveau de l'eau, on souffre au niveau de l'eau, très bien. Certes, le travail nourrit à peine son homme, mais l'exil n'est pas une priorité. En Afrique, particulièrement en Guinée, les bouquets de fleurs ne sont pas convoités. Ici, les rares clients qui viennent se comptent au bout des doigts. Si vous voyez, j'ai appris ça, il n'y a pas mon valeur ici, en Guinée, parce que les Guinéens ne connaissent pas les plantes. On vient de connaître les plantes au niveau. Mais pourquoi je suis là, c'est moi. Avant de faire les autres pays, je préfère de faire chez moi pour un béni, avec dans mon petit carrefour là ici. Mohamed Kamara, lui aussi, est un amoureux de la nature, particulièrement des fleurs. Avec le chômage grandissant, il interpelle l'État pour les soutenir dans cette activité et lui permettre de former et soutenir d'autres jeunes. Ça nous fera plaisir que l'État nous aide, nous donne des contrats d'aménagement, des lieux de loisirs, des travaux publics comme ça, là, des hôtels. Ça va beaucoup nous aider. Si ces jeunes sont ambitieux pour le développement de leur nation, certains par contre optent pour l'aventure avec les méandres du désert et les foudres de l'océan.
Merci à Marissa Camara pour ce reportage. La Guinée vient d'être dotée d'un important centre sanitaire contre le coronavirus. C'est un don donc des Émirats Arabes Unis avec la collaboration bien entendu de la société Alumina Corporation. C'est un public reportage de Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Cheikh Mohamed Ben Zayed, un établissement sanitaire équipé de 208 lits, dont 48 en soins intensifs, une pharmacie et un laboratoire médical. C'est un don des Émirats Arabes Unis à la Guinée pour soutenir la riposte à la Covid-19. Elle couvre une superficie de 29 hectares. Elle a pour mission principale la formation du personnel gendarme. Ainsi, c'est un grand honneur pour nous d'avoir abrité cette structure sanitaire gigantesque. Aujourd'hui, nous inaugurons l'hôpital de campagne Mohamed Ben Zayed. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à la société GAD, Alumina Corporation, qui représente un exemple du rôle que le secteur privé peut jouer en matière de responsabilité sociale, en plus de son rôle important dans l'investissement, la stimulation de l'économie et du commerce entre les deux pays. Pour les autorités guinéennes présentes à cette cérémonie, ce don n'est rien d'autre qu'une action décisive des partenaires pour réduire la propagation de la Covid-19. Aux autorités sanitaires guinéennes donc de renforcer leurs capacités afin de mieux répondre à la pandémie et à accélérer la reprise économique et sociale du pays. Cet hôpital aura un rôle prépondérant pour lutter contre le virus coronavirus et nous saluons la coopération Émirats-Guinée et merci beaucoup. Les Émirats Arabes Unis se disent fiers de poser ce jalon dans le cadre du partenariat qui unit les deux pays. Les malades de la Covid peuvent désormais suivre leur traitement dans ce centre. L'acquisition de cette nouvelle infrastructure s'aligne parfaitement avec la volonté politique du gouvernement dans son plan de riposte à la Covid-19. Nos capacités s'en trouvent renforcées, mesdames et messieurs, dans l'optique d'une maîtrise efficace de la pandémie et accélérer une reprise économique et sociale de la Guinée. Cet hôpital de campagne que vous voyez ce matin a été construit en un mois, du 7 octobre 2020 au 8 novembre 2020. Ce soutien a été rendu possible grâce au partenariat de la société Guinea Aluminium Corporation GAC, une filiale des Émirats Global Aluminium établie aux Émirats Arabes Unis qui exploite une concession minière sur les marchés mondiaux par voie maritime. À présent, on poursuit ce journal avec cette interrogation. Qui sont ces agents en uniforme qui foisonnent dans les différentes communes de la capitale? Ils sont nombreux des citoyens qui se posent la question relative à leur mission et sans nul doute la même question a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Ce mercredi, elle a fait le tour de quelques communes de la capitale pour vous aider à mieux comprendre, à mieux cerner donc le sujet. Ali Badra Kamara, Ibrahim Souma pour plus de détails. Depuis quelques semaines, ils sont presque visibles sur tous les acteurs de la capitale, aux alentours des différentes communes, dans la circulation et même confondus aux femmes étalagistes. Pendant la Deuxième République, ils étaient appelés la police municipale, relancée par la Troisième République sous le nom de garde communale. Leur mission, veiller au respect des normes dans les collectivités locales, en plus de la régulation de la circulation et du maintien d'ordre dans les collectivités. Donc, il y a eu des recrutements pour doter chaque collectivité des agents de service de municipalité. Donc, c'est pourquoi actuellement vous voyez ces agents dans nos locaux qui ont pour rôle non seulement appuyer les services de sécurité dans leurs activités sur le terrain pour le maintien d'ordre. 200 agents de garde communale pour 38 quartiers, soit 223 secteurs et 18 marchés avec une population avoisinant les 1 million d'habitants dans la commune de Matoto. Ils veillent aussi sur la quiétude sociale et la stabilité. Mohamed Batos Kamara compte avec l'appui de l'État majorer l'effectif dans les jours à venir. Vous conviendrez avec moi que le nombre est insuffisant.
Mais pour le moment, on est en train de progresser. Au fur et à mesure, nous allons augmenter en fonction de leur implication pour la mobilisation des ressources. Parce qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement importants au niveau communal, parce que non seulement ils vont nous aider à mobiliser beaucoup plus de ressources. La garde communale accompagne la police et la gendarmerie nationale dans le cadre de la sécurisation des citoyens et de leurs biens. À Ratoma, 150 agents de garde communale doivent être opérationnels. 4 points stratégiques sont identifiés pour abriter les bases des agents communaux. Aujourd'hui, on a identifié 4 bases. Donc, vous avez ici Sonfona Gare, Lambagny, Kipé, Amdele Mosquée. Plus de 200 agents ont été formés pour les besoins de la police communale. Mais jusque-là, ils attendent encore leur prise en charge, nous a confié une des victimes hors micro. Littérature dans ce journal pour parler de la première édition du concours Miss Littérature Guinée qui a été lancé ce mardi à Conakry. C'est une initiative de l'infini rayonnement issu de la solidarité. La structure organisatrice de cet événement littéraire se fixe désormais pour objectif de promouvoir le livre en Guinée. Justin Leno, Abouakar Keke Bangoura nous signe ce reportage. C'est un concours de Miss Littérature Guinée organisé par un infini rayonnement issu de la solidarité Club Iris. Un espace dédié aux jeunes filles âgées de 18 à 24 ans passionnées de littérature. L'objectif est de lutter pour la promotion du livre en Guinée. Nous organisons le concours Miss Littérature pour la première fois en Guinée. C'est une biennale qui existe dans 8 pays de la sous-région. Et donc cette année, la Guinée en sera à sa première édition. Et c'est un concours littéraire qui réunit des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans pour permettre vraiment de former une belle relève de femmes littéraires en Guinée. Le roman imposé cette année est celui de Fatoumata Sano intitulé « Ne les laisse pas cotiser pour mon cercueil ». Une satisfaction pour l'auteur qui encourage les jeunes filles à se passionner pour la littérature. Ces jeunes filles, déjà vous avez entendu leurs interventions. Elles sont très intéressées par la littérature, par l'écriture déjà. Donc à l'issue de ce concours, je pense qu'elles vont se mettre à l'écriture et pourront enfin faire briller leur côté intellectuel. Dans cette compétition de Miss Littérature Guinée, la beauté intellectuelle est un critère fondamental. C'est pourquoi le concours a commencé avec une présélection qui débouchera sur la grande finale prévue pour 2021 avec 7 autres pays africains. La finale nationale est prévue pour le 12 décembre à l'hôtel Onomo et la finale régionale est prévue pour juillet 2021 à Cotonou. Et notre seule motivation, c'est de vraiment créer une nouvelle relève de femmes littéraires, permettre à des jeunes filles de toute l'Afrique de se réunir autour d'un même idéal, créer un espace d'expression littéraire pour les amoureuses de littérature. Démarré depuis 2016, le concours Miss Littérature Guinée est à sa 5e édition régionale. La Guinée, quant à elle, est à sa toute première édition nationale. Autre aspect de cette édition d'information décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 novembre 1999, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est célébrée, vous le savez, chaque 25 novembre. Elle a été instituée, il faut le rappeler, après donc l'assassinat de 3 sœurs Mirabal par un régime politique dominicain. En Guinée, elles sont nombreuses ces femmes qui subissent toute une panoplie de violences. Ce mercredi, notre équipe a fait le point avec les femmes qui luttent contre ces violences. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec nos reporters Diana Bangoura et Mohamed Alousseni Kamara. Pour terminer, c'est la dominante de l'actualité. Je vous le disais au sommaire, en bref et en image. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté bien sûr de Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde, nous vous souhaitons une excellente suite des programmes sur Espace et Calac TV. Bonsoir.